Il existe un lien assez évident entre le Council on Foreign Relations version européenne et le Soros Fund Management, c'est Shahin Valley. Le European Council on Foreign Relations, le Conseil européen du CFR, est l'expression la plus forte et la plus visible de notre identité pan-européenne. Il est composé des ministres des Affaires étrangères, d'anciens premiers ministres, de parlementaires nationaux et du Parlement européen, de commissaires européens, d'anciens secrétaires généraux de l'OTAN, de penseurs, journalistes et chefs d'entreprise. Les membres du Conseil nous aident à européaniser les conversations nationales sur les priorités et les défis de la politique étrangère de l'UE. C'est ce que dit sur sa propre page le CFR. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des chroniques du colonel, du web journal, de ce que vous voulez. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait quelque chose là. J'étais un petit peu occupé. En fait, je suis en train de mettre en place, comment dirais-je, ma marque de figurines. Hein. Comme vous le savez, je suis sculpteur. Et je vais bientôt lancer une série de véhicules de l'armée française à destination des wargamers. Je vous en dirai plus dans les semaines qui viennent. Mais voilà, j'ai pas mal de boulot. C'est la raison pour laquelle quelquefois mes vidéos sont espacées de 10 jours. Et il s'est passé beaucoup de choses ces derniers 10 jours. Alors, on est à l'aube d'un pseudo-déconfinement. Il se moque un petit peu de nous, là, comme d'habitude. Mais on va pas se laisser faire, hein, on est d'accord. La meilleure des choses à faire, déjà, dans un premier temps, est d'être un maximum informé. Hein. Alors, on va passer sans plus attendre à ces petites fenêtres que je vous montre maintenant. Alors, ce qu'on a là, c'est Fox News. Bon, Fox News, ils ont eu quelques petits soucis suite aux élections aux élections américaines, on va dire. Hein. On sait toujours pas le résultat. Personnellement, je pense que Trump finira bien par l'emporter, même si les médias et tous les mondialistes saluent Biden. Bien évidemment, Biden est une créature des globalistes. C'est quelqu'un qui est sous la coupe du CFR, comme le sont Hillary Clinton, Obama, etc. Donc, il n'y a pas de surprise, là, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous passer un petit extrait. Alors, elle, c'est Laura Ingraham, hein. Laura Ingraham, qui est une des journalistes de Fox News, qui est plutôt conservatrice, comme ce que pourrait être Tucker Carlson ou Sean Hannity. Même si Fox News semble naviguer en eau trouble, pour le moment il reste encore ces shows-là qui sont plutôt pas mal. Bon, ce qui nous intéresse là, en fait, c'est ce court extrait que je vais vous passer de Bill Clinton, et puis je vous fais la traduction juste après. Hein. Biden presidency might bring. As people come into the country, do they have a digital certificate that says whether they've been vaccinated or not? Les gens qui vont rentrer sur ce territoire auront-ils un certificat digital attestant qu'ils ont bien été vaccinés? As the U.S. rejoins the WHO, this idea of what does the vaccine certificate look like, hopefully that dialogue will begin. Show me. Et Bill Gates, pareil. Bill Gates nous annonce donc que sous Biden, les États-Unis vont revenir au sein du comment ça s'appelle déjà en français, le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, voilà.
Bah, oui, forcément, si Biden revient là, hein, il remet les États-Unis dans le giron du mondialisme, etc. C'est évident. Et Bill Gates nous a annoncé tout un tas de choses au fur et à mesure des années. Il nous a même préparé à la pandémie, hein. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ces gens sont des devins, ou est-ce que tout simplement ils prévoient les choses tout en faisant en sorte de peut-être un petit peu les encourager. Les enjeux commerciaux de la pandémie sont colossaux pour Bill Gates. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que cette personne avance dans ce sens-là. Il y a une potentielle également fabrication de nouveaux types de false flag. Vous savez, ce terme false flag, hein, ça fait partie de ce lexique, comme complotiste, etc., hein, qui nous fait bien rire au final. Le false flag, hein, ça tire sa racine du XVIe siècle, hein, lorsque les bateaux utilisaient un drapeau d'une autre nationalité pour s'approcher de leurs victimes, et d'un coup, en fait, ils lançaient leurs couleurs. Et ça a été repris au fur et à mesure des années, comme ces mesures, en fait, qui sont prises pour tromper l'ennemi, alors d'abord d'un point de vue militaire, mais également d'un point de vue politique, ou d'un point de vue d'opération de services secrets. Et la peur qui est instillée en ce moment chez les gens de virus, on est quand même sur une peur assez ultime, c'est-à-dire que le virus, on ne peut pas le flinguer. Le virus, il peut passer partout, il peut être transmis, enfin, on est vraiment sur quelque chose, je pense qu'ils ont trouvé un très très bon moyen. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Covid-19 n'existe pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ils sont absolument contents, finalement, de pouvoir exploiter cette crise, de pouvoir la faire perdurer, de pouvoir amplifier les effets, etc. Je vous renvoie à ce site qui s'appelle European Mortality Monitoring, Euromomo, hein, ça fait rire en français, mais c'est un nom anglais. C'est une initiative européenne qui est pilotée par le ministère danois de la Santé, et notamment en charge de toutes les questions vaccinales, etc. Donc c'est pas trop un truc de complotiste. Ce qui est intéressant sur ce site-là, j'ai trouvé, alors j'ai mis un petit moment à naviguer dedans, hein, c'est quelqu'un sur le Discord du Cercle Richelieu qui m'a porté l'attention dessus. Je te remercie une fois de plus, Wana. Regardez cette courbe. Donc là, c'est la France et c'est la courbe de la mortalité, hein, d'accord. Ici, là, on est en 2017, alors ça commence à peu près, hein, semaine 52, hein, sur la fin de l'année 2016, début 2017, hein, sont les courbes saisonnières, en réalité, de mortalité due à la grippe, c'est des choses tout à fait communes. Et celle-ci, elle est toute tranche d'âge confondue, hein, on est d'accord. Alors, on peut s'amuser à les comparer, je vous laisserai le lien de ce site, hein, en commentaire de la vidéo. Donc là, on a le pic qu'on a eu, le pic, hein, celui en fait qui a quand même affecté pas mal de gens dans la population, mais si vous observez bien les années précédentes, ici on est sur le second confinement. Donc ça démarre, leur pic il commence semaine 42. Hein. On est en bas là, et puis voilà. Et si vous observez ce graphique, ça veut dire que normalement on aurait dû être confiné en 2019, hein, on aurait dû être confiné en 2018, on aurait dû être confiné en 2017, enfin voilà, je pense qu'on peut remonter même jusqu'à 2015. Après, vous savez, un graphique, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si par exemple, je réduis l'échelle de temps, bon, le pic, il fait moins peur. Il y a un aspect visuel là-dedans, c'est-à-dire que quand on regarde les médias, je pense qu'il s'amuse un petit peu avec les courbes. Et ce qui est intéressant, c'est également ça. C'est-à-dire que là, je suis sur les 0 à 14 ans. Les 0 à 14 ans, ils sont, en ce moment, on est à moins 2, hein, d'indice. On est en dessous des normales saisonnières, on va dire. Et si vous observez, hein, vous voyez, bon là, c'est n'importe quoi, c'est illisible. Mais on est bien
on est en dessous de ce qu'ils appellent une augmentation substantielle. Hein. Et ça, c'est la ligne de base, hein, ici, là, en gris. Donc ça, c'est pour la France. Hein, 0 à 14 ans, on peut passer à la... Alors ici, on a eu un pic énorme en 2015. Hein, une semaine 46. Oui, non mais, voilà. On peut aussi continuer dans la pyramide des âges. Et là, on voit que les 45 à 64 ans ont été impactés lors du pic. Et plus on avance, on voit les 65-74 ans. Voilà. Et plus on monte dans la pyramide des âges, plus les gens sont impactés. Ce n'est pas du tout en discordance avec ce que nous disent des professeurs qui sont en désaccord avec la stratégie qui est menée par le gouvernement. À ce propos, là vous voyez l'Allemagne, il ne se passe rien en Allemagne. Italie, oui, Italie, forcément, on le sait. Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, voilà, pic. Norvège. La Suède, qui n'a jamais confiné, ils ont pris un petit peu ici en semaine 16, mais après, tout va bien. Bizarrement, l'Angleterre, qui mène la même politique que la France, c'est pareil, hein, tout le monde ramasse. Alors, je vais revenir sur tous les âges. Les informations qui sont collectées par Euromomo, je vais vous montrer, hein, ces informations, elles viennent de leurs partenaires. Et leurs partenaires, vous allez voir, hop, c'est là. Tous les chiffres sont collectés dans les agences d'infectiologie et les agences médicales de chacun de ces pays-là. Hein. L'Autriche, la Belgique, Chypre, Danemark, etc. Et la France, c'est Santé publique France. Hein, ce n'est pas un organisme peuplé de gens avec des petits chapeaux en aluminium. Hein. Voilà. Je pense que c'est un curseur assez intéressant à observer. Et il y a un auteur des années 70, un auteur américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Personne n'ose appeler cela une conspiration ». En 70, il écrivait cela. Il disait, voilà, globalement, on peut estimer qu'un gouvernement peut faire des erreurs. Hein, c'est pas hallucinant, ça. Mais il y a toujours une sorte de probabilité d'erreur et de probabilité de faire des choses bien. Or, lorsque la probabilité de faire des erreurs augmente drastiquement, on n'est plus dans l'erreur. Quand vous perpétuellement faites des erreurs, c'est que ce n'est plus une erreur, c'est un agenda, c'est un but. Donc, de mon point de vue, nous sommes en face d'un gouvernement qui a absolument intérêt à surfer là-dessus, pour tout un tas de raisons. Mais, comme mon sujet, c'est quand même le CFR, je vais raccrocher ça à cette vision mondialiste que les élites françaises ont. Et personne, jamais personne, ne parle de cela. Alors vous allez voir, c'est pas fabuleux, hein, mais ça mérite d'être remarqué. Je suis ici sur cette page qui s'appelle le European Council on Foreign Relations, donc la branche européenne du Council on Foreign Relations. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, j'en doute, hein, je ne fais pas des milliards de vues, le Council on Foreign Relations, c'est bien cet organisme qui a été fondé dans les années 20, qui a pour but d'instaurer ce que eux appellent de leur vœu, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est quelque chose qu'ils écrivent noir sur blanc et qu'ils veulent absolument arriver à faire, parce qu'ils estiment que c'est le seul moyen de rendre cette planète viable, sustainable, hein, comment dirais-je, comment appelle-t-il cela, le développement durable, etc., sustainability, c'est à mettre en relation avec une foultitude de think tanks, d'organisations supranationales comme des ONG, etc. On peut mettre le CFR en relation avec beaucoup de choses, hein, le Bilderberg, la Rand Corporation, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de toutes ces choses-là au fur et à mesure des semaines qui vont venir, en fonction du temps que je vais avoir. Mais là, on a les membres français du CFR. Alors, c'est pas vraiment une surprise de trouver Laurence Bonne, qui est la chef, la chef, avec 2 FE, hein, bien sûr. On est en plein dans tout le narratif là, de l'OCDE.
le secrétaire national des affaires internationales de la migration et du développement du Parti socialiste. Là aussi, pas de souci, on est raccord. Ces gens-là, c'est ce que je trouve bizarre que personne, que les gens qui se disent de gauche, machin, etc., ne percutent pas, c'est que les industrialistes, les libéraux, etc., sont main dans la main. Au niveau international, il n'y a pas tout leur délire de lutte des classes, etc. Et on pourrait également, et ça, il faudra absolument que je vous fasse quelque chose là-dessus, on peut mettre ça en relation avec qui finance la révolution bolchevique, ce sont des industrialistes américains et anglais. Qui finance Adolf Hitler, c'est la même chose. Tout ce qui peut pousser dans le sens du mondialisme a été, à un moment donné, financé par des gens du CFR. Ces types-là veulent absolument, contre notre gré, notre bonheur. C'est leur vision des choses. Alors on va continuer avec les membres du CFR. Regardez. Alors, on va en zapper un certain, puis alors, je reviendrai dessus. Mais tout de suite, je voudrais qu'on se focalise sur monsieur Bruno Le Maire, qui est l'actuel ministre des Finances. C'est-à-dire que notre ministre en poste fait partie du CFR. Notre ministre en poste fait partie d'un think tank, d'une organisation qui œuvre activement en fait, à la destruction des souverainetés nationales pour instaurer une gouvernance mondiale. Aucune surprise que ces gens soient également européistes au passage. Mais que ces gens ne me disent pas qu'ils ont à cœur la France. Bon, ils le prouvent tous les jours. Ils détestent profondément notre pays. Alors, c'est sans surprise également qu'on va trouver Pierre Moscovici. C'est sans surprise qu'on trouve Christine Ockrent et puis Bernard Kouchner. Voilà, on va pas tous les faire un par un, mais on a Laurence Parisot, Jean Pisani-Ferry. Alors Ghassan Salamé. Ghassan Salamé, le nom vous dit certainement quelque chose. Ancien envoyé spécial de l'ONU en Libye. Alors, il faut que je retrouve son... Il est où, Ghassan Salamé? Je vais avoir du montage à faire. Hein. Alors, hop. Alors, Ghassan Salamé, hein, le père de Léa Salamé. C'est pas... Voilà. Si vous en doutiez, on a une très jolie photo de famille, c'est parfait. Envoyé spécial de l'ONU en Libye depuis 2007, et sa fille Léa, journaliste politique. Voilà, aucune surprise. Ces gens sont embringués hein, dans tout ce truc-là. Ok. Passons au suivant. Alors le suivant, on a un Pierre Vimont. Pierre Vimont qui fait partie de Carnegie Europe. Carnegie Europe, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Carnegie, la garantie pour la paix internationale. On est toujours dans ce narratif globaliste hein, qui, en éliminant les souverainetés, les nations, etc., va créer cette paix mondiale. Hein, c'est ça qu'ils veulent. C'est beau, c'est louable. Hein. Mais si nous, on n'est pas d'accord, et chez Carnegie Europe, on retrouve Rosa Balfour. Alors, Rosa Balfour, je me suis un peu arrêté sur elle, parce que, déjà, elle a un nom qui évoque des choses, et bon, sans grande surprise, elle a un PhD en relations internationales de la London School of Economics. La London School of Economics, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est cette université, cette école d'économie qui a été fondée
par la Fabian Society, hein, c'est pas une théorie du complot, la Fabian Society, la société fabienne, qui est une société une société, vous savez, un cercle de pensée socialiste anglais, qui avait pour but, et qui a toujours pour but, d'amener en fait la révolution socialiste à travers le monde, non pas par la révolution, mais par une lente mutation du monde. Voilà. On peut parier que les gens qui font cette école ont également l'idéologie européiste, etc. Le London School of Economics, vous avez également une certaine Brune Poirson qui sort également de cela. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant de constater, petit aparté, c'est que les gens au pouvoir sortent tous des mêmes cénacles. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Mais pour ceux qui pensaient que ça s'arrêtait à l'ENA, il va falloir un petit peu se réveiller. C'est-à-dire que le théâtre politique français, hein, parce que c'est un théâtre, est de toute façon animé par les gens du CFR. Les globalistes ont complètement pris le contrôle de ce pays. Hein. Christine Ockrent, bien sûr. On a, je crois, la rédactrice en chef. Où est-ce qu'elle est ? Claude Guibal, qui est un grand reporter chez France Inter. Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale Le Monde. Rien de surprenant. Alors je suis allé chercher Sylvie Goulard aussi. Sylvie Goulard, l'ancienne ministre de la Défense. Hein, un parcours brillant, stop et net. La pauvre, on va chialer avec elle. Hein, je pense pas qu'elle soit à plaindre. Pisani, intéressant, ce serait faire prendre un grand risque à la lutte pour le climat que de vouloir mettre la croissance à l'arrêt. Alors c'est marrant parce que lui il s'oppose un peu au zero growth, à la décroissance que propose le Club de Rome. Bon, mais globalement, voilà, hein, l'économiste observe dans sa chronique que la transition vers un modèle économique soutenable, donc ça c'est la traduction française de sustainable, hein, ne pourra se faire sans un investissement massif dans les technologies et l'amélioration de la productivité. Donc là aussi, ça rejoint un petit peu ce que propose le World Economic Forum, hein, déploiement de la 5G, The Internet of Things, etc. Ok, science sans conscience, etc. On a aussi ce monsieur-là, François Burgard. François Burgard, il est décrit au CFR comme directeur de recherche au CNRS. Et François Burgard, c'est un islamologue, c'est un spécialiste de l'islam, qui, à une époque, pas si lointaine, défendait Tariq Ramadan, et, comme le dit ce monsieur dans un blog, François Burgard est aux frères musulmans, ce que le champion est à la stratégie Starfish. Alors, la stratégie Starfish. Voilà, François Burgard qui défend l'islam politique comme une mauvaise cible des Occidentaux, etc. Enfin, vous irez voir ses tweets si vous avez envie. On est, avec les gens du CFR, toujours hein, axés sur la même idéologie, etc. C'est pas une surprise, mais je trouvais ça intéressant de vous les pointer du doigt. Ce que vous pouvez faire dorénavant, en fait, quand vous voyez des politiques qui interviennent sur les plateaux télé et tout, bah, gardez leur nom et puis allez faire une recherche internet pour regarder d'où ils sortent, avec qui ils feraient, qu'est-ce qu'ils font. Très souvent, il vous suffit de marquer le nom de la personne avec marqué ECFR ou CFR, ou vous pouvez taper, comment ça s'appelle, le programme Young Leaders également. Et vous allez voir si vous avez affaire à des internationalistes, ou des choses à peu près approchantes, ou des européistes, etc. Et vous verrez très très bien que tout le paysage politique français, mais de l'extrême droite à l'extrême gauche,
ils en ont rien à faire de la France. Hein. Ça, il va bien falloir que les gens le comprennent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Au cours des semaines et des mois qui vont arriver, on va de plus en plus être pris en otage par le narratif de ce gouvernement. Ils vont de toute façon, et ils ont intérêt à le faire la stratégie un peu du stop and go, là, comme c'est évoqué par ces instances-là, c'est un déconfinement, reconfinement. Là, ils sont en train de nous préparer à la 3e vague. Ils sont en train de nous préparer des lendemains qui ne chantent pas. Hein. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de ne pas être dupe et de s'informer réellement sur les intentions de ces gens. Et je le répète, observez bien d'où ils viennent, les écoles qu'ils ont fait, etc. Et vous verrez vers où ils vont. Prenez un gars comme, tiens, j'y pense d'un coup, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est le programme Young Leaders. Alors peut-être qu'il y a des moments où sur des initiatives régionales, il peut être pertinent, mais globalement, ces types-là sont peu ou prou sur le même moule. Il n'y a pas de raison. S'ils veulent avoir une carrière politique, s'ils veulent pouvoir continuer à bouffer gras et à palper du fric, hein, tout simplement, ils sont obligés de rester dans ce moule-là. Il n'y a... Alors, je ne suis pas un fervent de l'UPR et d'Asselineau, hein, loin de ça, loin s'en faut, mais je l'ai écouté aujourd'hui sur TVL, et bah, c'est vrai, c'était bien ce qu'il disait. C'était bien parce qu'il pointait du doigt les choses. Et je pense que ces hommes politiques-là sont à la frange. Ils ne sont quasiment pas connus du grand public, comme par exemple Florian Philippot qui essaye de faire des choses en ce moment. C'est tout à fait louable. Moi, ce ne sont pas mes ennemis en tant que tels à partir du moment où ils ont ce dialogue-là. Et c'est très bien. Ils sont souverainistes. Je pense que c'est pas mal. Mais ces gens-là doivent aller bien plus loin. Alors tout à l'heure, j'ai entendu un truc très surprenant d'Asselineau. Vous irez voir son intervention sur TVL et mettez-moi ça en commentaire. Moi, ça m'a surpris quand même, je vous avouerai. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite capsule qui, au final, est assez longue. Je m'en rends compte maintenant. Laissez-moi des commentaires. Partagez la vidéo. Posez-moi des questions, rejoignez-nous sur le Discord du Cercle Richelieu, on a des discussions tout à fait intéressantes et ça va vous permettre aussi peut-être déjà, de vous sentir un peu moins seul dans votre coin, hein, on est tous sur la même page. Soutenez des initiatives, moi je pense à Réaction 19 qui fait des initiatives dans le domaine légal par rapport au port du masque, etc. Hein, la muselière, comme je le disais... Dans Résistance Royaliste hier que j'ai fait avec Bad Daf, que je salue et que je remercie une fois de plus, hein, ça va faire 6 heures de pompe à la fin, mais bon. Ils nous ont mis la muselière, c'est l'ultime camouflé. Aucun gouvernement n'avait jamais réussi à même rêver ça. Et là, ils l'ont fait. Donc, première des choses, réinformons-nous, soyons vraiment vigilants et... La désobéissance civile, à un moment donné, c'est un devoir. Il faut la faire. Alors, ça sert à rien de monter dans des barricades et de rêver du grand soir. Il y a tout un tas d'actions qu'on peut mener réellement. Menons-les. Soyons prêts. Tenons-nous prêts. Ne soyons pas endormis et ne nous positionnons pas comme de simples victimes, spectateurs, etc. Faisons entendre nos voix. Comme le disaient les gens de cette excellente chaîne qui n'est plus là et que je regrette, Sacre TV, notre jour viendra, je reprends votre slogan et avec plaisir. Et c'est un hommage que je vous rends en le faisant. Vive le roi, vive la France, vive Condé, soyez royalistes.